Et c'est donc reparti pour la suite de la vidéo avec la position numéro 6, Lovina. C'est un shonen de type harem du génialissime Ken Akamatsu. Lovina retrace l'histoire de l'étudiant en prépa pas très doué Keitaro Urashima. Ratant successivement les concours d'entrée de la prestigieuse université de Todai, Keitaro ne baisse pas pour autant les bras. Afin de tenir la promesse faite lorsqu'il était enfant à une petite fille dont il ne se rappelle ni le nom ni le visage, Keitaro va tout mettre en œuvre afin d'intégrer cette université. Néanmoins, c'était sans compter sur le fait qu'il se retrouve à devoir gérer une pension pour filles dont les locataires sont tout aussi barges les unes que les autres. Nous retrouvons alors la belle et intellectuelle Naru Narusegawa, qui ne manque jamais d'envoyer Keitaro valser avec les nuages en le traitant de pervers à chaque fois qu'il glisse sur une savonnette et lui atterrit la tête entre les seins. Elle tente aussi le concours d'entrée pour Todai au passage. Il y a aussi Kitsune, la fêtarde rusée comme un renard, d'où son surnom, qui ne manque jamais une occasion de tourmenter Keitaro. Su, l'étrangère, princesse de son pays, surexcitée par nature et de surcroît experte en conception d'armes et d'inventions tout aussi loufoques les unes que les autres. Motoko, la kendoka pas toujours très féminine de l'école Shinmei. Et pour finir, Shinobu, héroïne classique de shoujo, elle est timide, mignonne et s'excuse tout le temps sans raison. Au contact de ces filles, Keitaro devra trouver sa place et surtout trouver le moyen de tenir la promesse qu'il a faite enfant en rejoignant l'université de Tokyo. Pourquoi j'ai adoré ce manga? Parce que l'auteur est Ken Akamatsu, c'est mon auteur préféré et avec lui j'ai rarement été déçue. Non, en fait avec lui je n'ai jamais été déçue pour tout vous dire. Pour la simple et bonne raison qu'il sait comment construire un univers et exploiter au mieux ses personnages. L'univers de Lovina est, comme je vous l'ai dit dans la deuxième vidéo, largement inspiré de celui de Maison Ikoku. On retrouve la pension, le héros pas très doué dans sa vie qui se fait tourmenter par sa grand-mère et les autres locataires en tentant vainement de se faire une place dans la société et qui tombe amoureux de l'héroïne. On retrouve aussi le triangle amoureux avec le rival beau gosse et plus doué que le héros qui se transforme parfois en un carré amoureux avec l'héroïne ingénue voire carrément bébête qui tombe amoureuse du héros. Et il y a aussi l'ambiance. À la pension Hinata, c'est toujours la fête. Mais alors, si les deux mangas se ressemblent tant que ça, pourquoi Lovina est-il mieux placé, me direz-vous? Eh bien pour la promesse, c'est le thème principal du manga. Sur toute la première moitié du manga, on se pose la question de savoir si le héros parviendra à rentrer à Todai. À partir du tome 8, on est fixé. En ce qui concerne la petite fille de son enfance, il faudra attendre quasiment jusqu'à la fin pour savoir qui elle est. Même si on a de sérieux gros doutes tout au long de l'histoire et qu'on se demande si les héros ne sont pas juste deux gros débiles, on est quand même heureux quand on l'apprend. Le petit plus de ce manga, c'est par rapport à Maison Ikoku. Le petit plus de ce manga par rapport à Maison Ikoku, c'est la touche personnelle d'Akamatsu. En dehors du comique de répétition largement exploité, des scènes ecchi et du genre harem, ce qui caractérise le plus l'univers d'Akamatsu selon moi, c'est la façon dont il a de trimballer tous ses personnages d'un point A à un point Z, en les faisant passer par un point B, en se perdant au point D, pour finalement retourner au point C. On a presque l'impression de jouer au Monopoly. Je m'explique. Malgré les apparences, dans Lovina, il y a beaucoup d'action et d'aventure. Par exemple, Keitaro part s'engager sur un chalutier sur un coup de tête. Il va croiser Seta par hasard, il va arriver une galère une fois arrivé sur une île, Naru va péter un câble et partir à sa recherche, et comme c'est marrant de partir à l'aventure, Su et Shinobu vont les suivre. Bien sûr, comme c'est dangereux, Motoko les accompagnera, et Kitsune et Mutsumi seront aussi de la partie parce qu'elles sont curieuses. Dans Lovina, on voyage beaucoup, il faut le dire. J'ajouterai enfin que c'est en partie, pour ne pas dire totalement, grâce à Lovina que je me suis familiarisée avec la culture et la tradition japonaise. Ce manga est un énorme classique, mais si je vous le conseille, je vous conseille bien plus la version papier que l'anime. En position numéro 5, numéro 6. Et oui, sans mauvais jeu de mots, ce manga n'est pas en position numéro 6, mais bel et bien dans mon top 5. Je commencerai par vous dire que c'est un shonen ai. Alors s'il y a des amateurs, plutôt des amatrices du genre, ce manga est fait pour vous. En effet, si j'aime aussi les shonen ai, j'ai toujours été déçue par ceux que j'ai pu connaître, comme Dramatical Murder. Soit l'histoire était minable, soit le scénario qui s'annonçait bon partait en cacahuète, soit les graphismes étaient mauvais, soit tout ça en même temps. Et pourtant, numéro 6 se démarque largement de ces derniers, en étant à la fois beau, intelligent et émouvant. Les thèmes abordés sont intéressants, et je vais donc sans plus tarder vous présenter l'histoire. L'histoire se déroule dans un futur lointain où après un grand conflit, toute la planète fut dévastée. Suite à cela, l'armement militaire a été proscrit et le commandement fut donné à une autorité indépendante dans les 6 régions restantes. L'histoire prend donc place dans l'une de ces 6 régions, la cité numéro 6. Shion, un jeune garçon,
a été jugé à l'âge de 2 ans comme étant un être ayant l'intelligence extrêmement élevée, lui permettant de vivre dans une zone luxueuse baptisée Chronos, cadre jugulé à favoriser le bon développement de ses capacités. Le jour de son 12e anniversaire, il rencontrera un garçon en cavale du nom de Nezumi. Celui-ci vient en réalité de s'échapper de la maison correctionnelle où sont placés tous ceux jugés comme rebut de la société par la ville et ses autorités. Shion le soigne et l'héberge, mais ce dernier disparaît du jour au lendemain sans laisser de traces. Shion se voit alors privé d'une grande partie de ses privilèges pour complicité de fuite et se retrouve déporté à Lost Town. 4 ans plus tard, Shion, dans le cadre de son travail, il sera le témoin des premières victimes des abeilles parasites. Les autorités chercheront à l'emprisonner pour éviter qu'il ne parle pas du fait que le gouvernement cache des morts inexpliquées en les qualifiant de disparitions, voire d'accidents. Et c'est l'intervention de Nezumi qui le sauvera. Par la suite, Shion sera lui-même victime du mystérieux poison produit par des abeilles parasites qui frappe donc numéro 6. Avec l'aide de Nezumi, il survit, mais avec de lourdes séquelles qui accéléreront son vieillissement. Ses cheveux deviendront blancs, ses yeux rouges, et une cicatrice en forme de serpent s'enroulera autour de son corps. Et c'est ce même incident qui le mènera au secret de numéro 6. Je vais maintenant vous dire pourquoi j'ai adoré ce manga. Pourquoi je l'aime encore plus du plus profond de mon cœur et pourquoi il m'a autant ému. Tout d'abord, comme je vous l'ai dit, nous sommes dans un shonen ai. À la différence des autres mangas du même type, numéro 6 se démarque de par l'intelligence et la subtilité avec laquelle il traite les relations humaines, et en particulier celle qui unit Shion à Nezumi. Les deux garçons ont de base un caractère diamétralement opposé. Si le premier est d'un naturel gentillet, naïf, parfois même mouton de la société, le second est un marginal d'un naturel méfiant et colérique. Cette différence de caractère se comprend par l'éducation qu'ils ont reçue. Shion a grandi dans les beaux quartiers de la cité numéro 6 et Nezumi, lui, a vu toute sa communauté se faire exterminer sous ses yeux et depuis il vit dans des conditions précaires. Nezumi ne se montre pas souvent attentionné ou protecteur, ce qu'il juge être des qualités, plutôt l'attitude des faibles. Il développera toutefois une grande bienveillance et un attachement certain à Shion. Nous n'aurions jamais dû nous rencontrer est une réplique qui revient régulièrement dans sa bouche. Il tient sa rencontre avec Shion à la fois comme un point de rupture dans son comportement autocentré, voire même égoïste, mais aussi comme l'instant où Shion a perdu toute possibilité de mener la vie qui lui était destinée. Cette rencontre bouleverse donc l'univers et les conceptions du monde que les deux garçons avaient alors jusque-là. Parlons maintenant des thèmes abordés dans numéro 6. Le thème principal est la dystopie. À la 1984, derrière l'illusion du monde utopique, se cache une triste réalité que les citoyens lambda ne connaissent pas. On retrouve alors une société surveillée par une sorte de Big Brother, de la même manière qu'on le retrouvait dans K-Project. D'ailleurs, les héros de numéro 6 me font beaucoup penser à Yashiro et Kuro. D'ailleurs, comme beaucoup de couples de shonen ai, l'un a les cheveux blancs et l'autre les cheveux noirs, afin de bien montrer qu'ils sont à la fois le jour et la nuit, et les deux parties du yin et du yang. Également, dans numéro 6, il est vaguement abordé la question de l'écologie à l'heure des nanotechnologies et du développement planétaire grâce à ces dernières. Pour vous dire la vérité, j'ai beaucoup hésité à mettre ce manga dans mon top 3, mais après réflexion, je dois vous dire que j'hésite encore. Numéro 6 est magnifique tout du long. Sa fin est sublime, la chanson d'Elyria c'est juste splendide. Le duo Nezumi-Shion est réellement parfait. Ils sont en tout point l'association du yin et du yang, tout simplement. Ce manga n'en est en rien cucu ou niais. Il est beau, parfois malsain, mais je ne peux vous dire qu'une chose. Que vous soyez fille ou garçon, petit ou grand, allez le regarder. Il n'est pas sorti en France en manga, mais par tous les moyens, je me dois de l'obtenir. Quant à l'animé, il est en 11 ou 12 épisodes, je ne sais plus très bien, mais comme vous le voyez, c'est relativement court, alors vous ne perdez rien, allez y jeter un coup d'œil. En termes de beauté, cet animé est le plus beau qu'il m'ait été donné de voir. Je ne parle pas de critères purement physiques ni d'émotions transmises, mais d'autre chose, de ce qui se passe au plus profond de votre cœur et qui vous bouleverse. Je ne sais pas si ce n'est que moi, car ce manga est malheureusement peu connu de ce que je vois. Mais je vous en supplie, allez y jeter un coup d'œil pour vous faire votre propre opinion. Je pense que vous ne serez pas déçus.
En position numéro 4, Negima. Ah, Negima, ce shonen de Ken Akamatsu servant de transition entre Lovina et Yuki Holder. Pourquoi est-ce qu'il sert de transition? Mais parce que la première partie est axée sur le harem, comme Akamatsu en avait l'habitude jusque-là. Et pourtant, aux environs du tome 19, on tombe dans du pur shonen neketsu, avec un héros ultra badass du haut de ses 10 printemps. Je trouve ingénieuse la façon dont Akamatsu a su transiter afin de passer d'un genre à un autre. Il a fait tout ça en douceur, tout en restant cohérent et à la fois surprenant. C'est d'ailleurs dans ce manga que l'on peut réellement observer l'évolution du dessin de Ken Akamatsu. Negima, c'est donc l'histoire de Negi Springfield, un jeune garçon de 10 ans qui tente de devenir Magister Magi, une sorte de titre qui peut être obtenu après validation d'un diplôme de fin d'études à l'école de magie. Et pour ce faire, Negi devra aller enseigner dans une classe de 3e à la prestigieuse académie de Maora. Comme le début du manga est axé sur le genre harem, Negi se retrouve bien évidemment prof d'une classe exclusivement composée de filles. Et pas des moindres, elles ont tout un caractère bien défini et certaines sont même très familiarisées avec le monde de la magie. En dehors du genre harem, Negima a tout du neketsu classique, un héros qui a un but. Entre autres, retrouver son père disparu mystérieusement et qui se trouve être le mage le plus puissant de tous les temps. Negi a donc un objectif, l'égaler. Et que ce soit pour ça, pour obtenir son diplôme ou encore pour retrouver son père, Negi devra devenir plus fort. Cela ne se fera bien sûr pas sans encombre, et bien évidemment, lorsque Negi retrouvera la trace de son père, il se retrouvera face à des ennemis encore plus puissants que tout ce qu'il aurait pu imaginer jusque-là. Et c'est alors qu'on entame la seconde partie du manga, beaucoup plus axée sur le neketsu. On retrouve les thèmes du voyage, de l'aventure et de l'action qu'il y avait déjà dans Lovina, mais en mode puissance x 1000. Qu'on se le dise, Negima est certainement un manga exceptionnel, et Negi est, j'en suis sûre, le gamin le plus badass de cette dernière décennie, et ça, c'est déjà badass en soi. Pourquoi j'ai aimé ce manga? Eh bien, je crois que je viens en gros de vous dire pourquoi. On retrouve tout pour faire un bon manga, ou tout du moins un bon neketsu. Un héros attachant, au passé tragique, qui a de nobles idéaux, qui veut devenir plus fort pour y parvenir. Ces Nakama tout aussi puissants, qui lui seront fidèles jusqu'au bout, d'autres personnages random et tout aussi bien exploités, chacun a sa spécialité, chacun saura mettre ses compétences au service du héros afin de l'aider à atteindre son objectif. On a de l'humour digne de Akamatsu, de l'amour et surtout des combats épiques qui durent parfois un tome entier sans que qui que ce soit ne puisse trouver cela ennuyant. Des ennemis trop stylés, de la magie, des nanas super bien foutues et d'autres moins, un gars pervers et idiot en apparence, chargé de faire progresser le héros à la Jiraiya dans Naruto, un monde IRL et un monde magique, des enjeux interplanétaires pour ne pas dire intergalactiques, et des flots de larmes versées. Vraiment, je n'ai jamais autant pleuré d'émotion et d'empathie qu'en lisant la fin du manga. Enfin, ça c'était avant de découvrir le numéro 2 de ce classement. Si vous aimez Fairy Tail mais que vous reprochez à Mashima d'être un accro du fanservice, de mal gérer son scénario et de ne pas assez développer ce personnage, mais que d'un autre côté vous avez surkiffé les combats épiques, les thèmes de l'amitié et du « je fais tout pour retrouver mon père », plein de personnages ultra stylés, des meufs super bien gaulées, des power-up super classe, et tout simplement l'univers de la magie, eh bien sans plus tarder, foncez lire Negima. À la différence de Mashima, je peux vous jurer que Ken Akamatsu ne vous décevra jamais. Et pour finir, j'ajouterai que Negima, c'est le mélange de Harry Potter, Fairy Tail et Lovina, le tout relevé à la sauce Akamatsuyen. Un dernier conseil, j'ai mis des images de l'anime pour rendre plus vivante la vidéo, mais par pitié, si vous voulez correctement apprécier l'œuvre, ne le regardez pas. Lisez le manga, c'est beaucoup mieux.